Bon, alors on va commencer parce que on y a une petite séquence qui explique la HMO, donc ça va faire venir peut-être les autres, et donc c'est spécialement dédié aux masters ou aux licences, enfin ceux qui sont en formation initiale. Donc bienvenue, j'espère que voilà, tout le monde ne sera pas trop en retard. On a un intervenant qui va arriver avec 10 minutes de retard, et je vais en profiter pour commencer, et ensuite, après cette petite présentation de la HMO, on va commencer. Je vais vous présenter les invités et puis le thème de notre table ronde de ce soir. Alors ça ne prend pas beaucoup de temps, mais pour ceux qui sont en formation initiale, je pense que c'est intéressant de comprendre ce que c'est que cette formation. Donc vous savez qu'on est une profession réglementée. Et donc, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, c'est donc une formation qui permet donc aux candidats, ça c'est la définition de l'ordre, de s'orienter vers un parcours professionnel menant à assumer les responsabilités de l'architecte en tant qu'auteur de son projet architectural. Alors, les candidats qui obtiendront cette habilitation pourront exercer en leur nom propre à partir du moment où ils s'inscrivent au tableau de l'ordre des architectes, de l'ordre régional. Donc c'est deux conditions, être habilité, s'inscrire au tableau de l'ordre. On verra ça avec les HMO, mais pour ceux qui sont en formation initiale, voilà, c'est important de comprendre que cette habilitation permet ça, mais donne aussi des obligations dans l'autre sens. Alors, pour les formations initiales, en quoi ça consiste cette formation? Donc, c'est 150 heures de cours qui sont dispensés à l'école, et puis un encadrement avec des directeurs et directrices d'études. En même temps, une mise en situation professionnelle. Alors voilà, on vous met les acronymes MSP qu'on a l'habitude d'utiliser en entreprise architecture. C'est pas un stage, c'est vraiment un travail comme vous pourriez être salarié, mais dans un cadre et avec des conditions un peu particulières. Donc cette mise en situation professionnelle, ça représente 26 semaines à temps plein, donc 126 jours. Alors c'est une durée légale, donc voilà, c'est organisé par un arrêté. Et à l'agence, vous êtes sous la responsabilité d'un tuteur qui est architecte DPLG, donc diplômé par le gouvernement, ou HMONP, qui est diplômé depuis 5 ans au minimum. Donc si vous vous inscrivez un jour dans cette formation, il faudra bien veiller à ces conditions, puisque c'est que pour ça, que sous ces conditions que vous pouvez être accepté. Et pardon, j'ai pas coupé. Et alors, voilà, pardon. Et il y a une autre manière aussi de le faire. Donc ça, c'est quand on est en formation initiale, on travaille. Alors on vous conseille franchement d'avoir une petite expérience professionnelle pour que la formation puisse résonner vraiment avec ce que vous vivez. Si vous enchaînez directement la formation, le PFE, et puis que vous inscrivez directement en formation HMO, il va y avoir des choses que vous captez d'un point de vue théorique, mais qui ne résonneront pas avec ce que vous faites. Donc c'est vraiment important, on insiste lourdement là-dessus, parce que c'est un moment où vous devez profiter de cette formation pour faire justement des échanges entre ce que vous voyez en cours et ce que vous vivez dans les agences. Donc très important. Donc il y a une autre manière de le faire justement quand on a pas mal d'expérience professionnelle. Donc le minimum c'est 3 ans d'expérience professionnelle après l'obtention du DEA. C'est une validation par acquis d'expérience. Donc c'est un dossier qu'il faut déposer et qui est examiné par la commission HMO et qui rend un avis collégial sur voilà, la capacité de la DE à peut-être avoir des cours en moins, ou enfin voilà, une adaptation de ces cours. En tout cas, basiquement, on va dire, ça exempte de la mise en situation professionnelle qui est remplacée par justement tous ces acquis professionnels de l'expérience.
Voilà. Et puis la troisième personne, hein, c'est une convention. Donc il y a l'école, il y a l'entreprise, et puis la dernière partie, bah, c'est la convention tripartite, c'est l'ADE, bien sûr. Et donc c'est un contrat à tripartite. Voilà. Donc chacun a des obligations et voilà, va avoir des relations avec les autres. J'insiste là-dessus parce que c'est le plus difficile, c'est d'avoir des relations un peu entre les trois parties. Alors les modalités, je vais passer assez vite hein, parce que ça concerne, pour ceux qui sont à HMO déjà inscrits cette année, ça les concerne plus, mais quand même. Donc ici, les modalités d'obtention, c'est d'abord l'obtention d'une moyenne de 10 sur 20 à l'évaluation des connaissances théoriques. Le programme est conçu avec 5 séminaires thématiques et des ateliers. Les séminaires sont évalués, donc il y a des petits travaux qui sont demandés à l'issue des séminaires, et ils sont évalués. Donc il faut avoir 10 sur 20 minimum pour avoir le droit de soutenir le mémoire en fin d'année. Et puis, durant l'année, il y a la rédaction d'un journal de bord, qui est un peu une élaboration de la réflexivité, et puis d'un mémoire professionnel. Et à la fin, on soutient devant un jury professionnel avec un membre de l'ordre des architectes, un enseignant extérieur, et puis 3 architectes praticiens et ou enseignants. Enfin voilà. Alors, les admissions se font en juillet à l'ENSAN. Pour les deux, donc on conseille vivement d'avoir déjà au moins une promesse d'embauche pour les mises en situation professionnelle classiques. On n'est pas obligé d'avoir le contrat directement, mais au moins avoir une promesse d'embauche. Il y a tout un dossier à remplir, et une lettre de motivation, c'est très important parce que c'est pas une lettre de motivation pour la forme, elle n'est pas faite par ChatGPT, ça c'est sûr, parce qu'il faut absolument que vous nous disiez non seulement vos motivations, l'état d'avancement un peu de votre projet professionnel, c'est-à-dire pourquoi vous allez passer la HMO, pourquoi vous avez envie de passer la HMO à ce moment-là de votre parcours, et pourquoi vous choisissez telle agence. Voilà. Donc ça, je pense que il n'y a que vous qui puissiez le dire. Donc c'est très important parce que on a une jauge à 42 ADE par an, et selon les années, selon aussi le marché du travail, on est dépendant de ça. Si on a plus de personnes, en fait, toutes les candidatures sont évaluées, sont notées selon des critères qui sont très transparents puisqu'ils sont marqués dans le guide de la HMO, et on classe, et si on met des gens en liste d'attente s'il y a trop de personnes. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être que les formations initiales, vous avez peut-être déjà des questions? C'est clair pour vous? Très bien. Alors, on va commencer le débat la conférence débat d'aujourd'hui avec plusieurs invités. Donc, alors l'invitée qui s'excuse parce qu'elle est souffrante, c'est Clémence Poitvin, qui était ADE l'année dernière et qui a été habilitée la session 2024-2025. Donc Clémence, je vais jouer son rôle. Je vais faire non seulement son rôle, mais en plus je vais parler aussi en tant que directrice d'études, puisque c'était moi qui l'avais encadré. Fabrice Drin de l'agence Binôme, donc gérant de l'agence Binôme, qui était son tuteur l'année dernière. Patrice Gourbin, donc qui est maître de conférence à l'école, historien, et qui est spécialiste de la reconstruction en Normandie. Moi, je me suis présentée, donc Isabelle Génique de France. Et puis Guillaume, qui est co-coordinateur de la formation HMONP, et qui va animer, modérer les choses. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir. De toute façon, c'est pas un cours
pour le coup, c'est des réflexions. Et juste pour vous expliquer un peu, ça fait 3 ans qu'on a monté ces rencontres sur une première idée qui était celle de trouver un moyen aussi d'échanger entre l'école, les agences qui reçoivent des ADE, et puis les ADE eux-mêmes. L'idée, c'était de pouvoir un peu restituer tous les apports que les ADE construisent en réalité à travers leur mémoire. Parce que ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est une année extrêmement riche, mais avec une production d'idées, d'observation des ADE dans leur agence qui permet de élaborer des sujets qui non seulement intéressent l'école, mais qui intéressent en retour les autres agences. Donc l'idée c'était ça, de faire ce lien entre les deux, puisque un peu pour reverser un peu les connaissances qui sont produites dans le cadre de ces mémoires à la communauté de pratique en Normandie. Donc ça, c'était notre idée. Donc c'est la troisième année qu'on le fait. Donc comment on choisit nos sujets? En fait, on les choisit selon un sujet qui émerge parmi tous les mémoires des ADE. Un sujet qui nous semble aussi correspondre à des enjeux contemporains importants et qui permettent de, on va dire, planter des graines et des réflexions auprès des autres praticiens et des autres ADE qui sont là. Voilà. C'est bon. Donc, alors, je continue puisque je fais Clémence. Alors, donc voilà, Clémence. Alors, je lui ai fait un petit parcours. C'est pas hyper lisible à cette échelle, mais Clémence, donc, je lui ai demandé de retracer un petit peu son parcours en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que jeune professionnelle. Et je lui ai demandé de nous expliquer comment elle reconstruisait un petit peu, parce que c'est toujours une reconstruction, son parcours à travers ses intérêts, les intérêts qu'elle avait en entrant à l'école, ses convictions qui étaient déjà présentes, mais qui se sont renforcées au cours de ses études. Comment elle a choisi une agence. Et puis, comment elle a choisi un sujet. Donc ça intéresse vraiment directement tous les ADE qui sont là cette année. Et puis, quelles idées, comment elle est arrivée à produire des idées qui, elles, peuvent intéresser la profession dans son entièreté. Donc, Clémence, je parle pour elle. Donc elle a commencé ses études en 2016. Elle est entrée à l'ENSAN en 2016 avec déjà des convictions sur l'importance de prendre soin de l'existant et avec des idées sur la transmission des questions patrimoniales et de la mémoire. Donc, elle a déjà travaillé ça durant son parcours, puisqu'elle a fait un rapport d'études sur la mémoire en architecture. Ensuite, elle est partie en Erasmus 1 an au Brésil et elle a travaillé sur la formation de la notion de patrimoine au Brésil. Elle est rentrée, elle a choisi le domaine d'études Transform à l'école qui travaille justement sur la réhabilitation. Et elle a fait un projet de fin d'études qui portait sur la réhabilitation de vinaigreries à Orléans et qui avait une dimension totalement patrimoniale. Elle a été diplômée. Et puis, pendant son master, elle a été déjà faire un stage long à l'atelier Binôme, une première étape.
Donc l'atelier Binôme qui est spécialisé donc avec Fabrice sur l'architecture et patrimoine. Donc c'était un premier stage dans le master. Donc on a déjà une construction, vous voyez, d'une trajectoire qui est déjà bien orientée sur avec des convictions et des idées un peu fortes. Après son diplôme, elle a été travaillée à l'atelier Béal et Blanquer à Lille, qui travaille sur la réhabilitation aussi et sur le réemploi. Alors elle y est restée un certain temps et elle a quitté cet atelier non pas par désintérêt pour les sujets et la production, mais plutôt parce qu'elle avait envie de progresser plus vite, apprendre plus vite. Et elle a décidé de revenir à l'atelier Binôme en 2023, où elle a été, où Fabrice a accepté de la prendre en mise en situation professionnelle et où elle a fait son année de formation à chez MONP. Alors, ce choix d'agence, c'était un choix, vous le voyez, qui est totalement conscient, qui fait partie d'une trajectoire. Donc l'atelier Binôme, c'est Fabrice Drin, ici, qui est architecte du patrimoine. Donc tu as fait un DSA patrimoine à l'école de Chaillot. Là, dans l'atelier, il y a aussi Nathalie Drin, qui est conceptrice paysagiste. Et puis il y avait Maude Grenier et Julie Guéot, donc deux anciennes étudiantes aussi de l'ENSAN. Donc une connaissance, et effectivement ce choix il portait bien sûr sur la production, sur la méthode, mais aussi parce qu'elle connaissait l'atelier déjà, un point important. Elle estime avoir acquis beaucoup d'autonomie et de compétences à l'atelier. Et elle y allait aussi parce qu'elle avait la possibilité d'appréhender toutes les phases du projet, ce qui n'est pas le cas forcément dans toutes les agences. Et puis, elle a acquis beaucoup de connaissances sur le cadre légal. C'est le retour de Clémence. Voilà. Et donc, je vais te poser la question, mais comment est arrivé ce sujet de mémoire ? Donc, pendant sa mise en situation professionnelle, elle a travaillé sur le projet de réhabilitation de 200 balcons de la propriété François Ier au Havre, et puis sur les façades de l'îlot numéro 4. Donc, des immeubles qui sont inscrits donc, au patrimoine de l'UNESCO et qui sont aussi inscrits au SPR du Havre. Donc, le SPR, c'est le site patrimonial remarquable. Et donc, voilà, donc elle a travaillé durant sa mise en situation professionnelle sur ces projets avec une idée à l'origine, c'est que l'architecture est une profession intellectuelle et que l'architecte doit produire, développer et partager des savoirs. Et que ces savoirs, ils sont issus de sa formation ou de ses formations complémentaires, de la pratique professionnelle et de la recherche, c'est-à-dire des savoirs qui sont extérieurs, qui sont peut-être plus théoriques, et que ces savoirs de l'architecte sont le mélange de toutes ces données. Et donc elle a conçu un mémoire donc, qui s'appelle « Valorisation des études préalables pour la sauvegarde du patrimoine reconstruit en béton hérité du XXe siècle ». Et la question qu'elle s'est posée, c'était comment l'architecte peut transformer cette mission en outil de valorisation, de production de connaissances. Et avec cette question, elle est arrivée à prendre de la hauteur par rapport à des questionnements qui sont liés à la pratique quotidienne pour l'ouvrir sur des idées pour la profession qui, elles, concernent tous les architectes et notamment un grand nombre d'architectes en Normandie qui, voilà, donc les idées qu'elle a proposées, c'est documenter des connaissances sur les pathologies spécifiques de ces ouvrages et surtout des pathologies qui sont situées
notamment avec des climats qui peuvent être différents et qui vont donner des pathologies un peu différentes. La valorisation du diagnostic comme un outil de connaissance. Fabrice nous en parlera. La mutualisation des connaissances avec l'idée qui dépasse un peu le fonctionnement des architectes, un fonctionnement concurrentiel, puisque chaque architecte est en concurrence avec ses collègues pour obtenir des projets. Donc son idée, c'était plutôt d'ouvrir et d'avoir une mutualisation de ces connaissances par une plateforme qui serait nationale et qui pourrait dépasser un peu les clivages entre pratique de projet ou recherche par le projet. Alors il y a beaucoup de questionnements là-dessus, c'était le sujet de notre table ronde de l'année dernière, et recherche plus académique, voilà. Donc son idée, c'était aussi de se dire, selon les cadres dans lesquels l'architecte va œuvrer, il y a des différences. En marché public, quand une mission diagnostique est reconnue et qui a un budget, qui a une valorisation en temps et en rémunération, peut-être que ce travail qui est produit, ces connaissances qui sont produites, elles peuvent être reversées par le biais de cette plateforme comme connaissance pour d'autres architectes qui seraient dans des cadres moins propices à la recherche, où un diagnostic n'est pas une phase qui est très approfondie, et ces architectes pourraient non pas recommencer ou faire un diagnostic relatif à leur petite mission, mais pourraient en gros monter des marches pour agir sur une qualité de la réhabilitation patrimoniale plus générale. Donc voilà, Clémence, alors je vous lis quand même, elle avait quelques petits conseils pour les ADE de cette année, donc ça, je vais vous le lire. Alors, conseil. Cette année de formation à l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre marque, à mon sens, un temps de réflexion dont il faut profiter. Au-delà des nombreuses interventions, cours et discussions lors des ateliers de mémoire, l'ensemble des échanges annexes avec vos camarades de promotion sont des moments précieux qui permettent l'appréciation de divers points de vue et modes d'exercice du métier. Si j'avais un conseil à donner pour le choix de votre sujet, choisissez une thématique qui vous anime particulièrement en tant que praticien ou praticienne, car c'est de vous qu'il s'agit avant tout. Si cette dernière est en lien avec votre pratique professionnelle, comme ce fut le cas pour moi, servez-vous de cette dernière pour illustrer votre propos et n'hésitez pas à la mettre en dialogue avec d'autres pratiques. Si votre pratique professionnelle actuelle n'est pas en lien direct avec votre sujet de mémoire, vous pouvez toujours re-questionner cette dernière en l'opposant avec d'autres pratiques d'agence. Cette année n'est pas une fin en soi, mais plutôt le moment pour vous de prendre du recul pour analyser votre parcours et votre mode d'exercice professionnel, un temps de réflexion supplémentaire complétant la formation de votre posture au regard du cadre de notre profession. Je tenais pour finir à vous souhaiter bon courage et surtout beaucoup de remise en question et d'épanouissement durant cette année de formation. Le petit mot de Clémence. Juste pour finir, une dernière phrase en tant que directrice d'études, effectivement, pour nous, c'est un peu des mémoires, c'est un mémoire un peu idéal dans le sens où ça mobilise effectivement toute une réflexivité sur le parcours, sur les appétences, sur les idées, sur les convictions qu'on a forcément dans les écoles d'architecture durant ces études. Ça a mobilisé aussi l'expérience acquise à travers la pratique durant la mise en situation professionnelle. Et puis les cours, les lectures, les discussions, comme elle le dit. Et donc, cette articulation de tous ces points de vue différents forme pour nous ce qu'on trouve le plus intéressant dans les mémoires, c'est des mémoires qui sont ancrées et qui permettent de faire avancer les choses, mais pas d'une manière théorique, mais d'une manière réflexive. Alors, je vais passer la parole à Guillaume.
Hop là. Alors, donc, pour un peu continuer cette animation de ce dialogue, ce qui est intéressant dans le travail de Clémence, en tout cas ce qu'elle nous propose, c'est cette notion un peu d'approche cumulative des connaissances issues des phases de diagnostic sur ce patrimoine spécifique issu de la reconstruction en béton et en Normandie. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir avoir le retour de Fabrice, qui était donc son tuteur, auprès duquel elle a pu développer cette réflexion-là, et de commencer à se questionner sur quel est ce rapport entre la pratique de l'agence, dans toutes ses contingences, ses difficultés, ses plannings, etc. C'est toute la réalité qui fait comment on travaille, et en même temps ce dialogue qui peut se lier avec l'expérience d'une ADE qui rentre dans une posture réflexive. Donc déjà, la première question qu'on pourrait se poser sur cette phase diagnostique, Fabrice, sur l'îlot Perret que vous avez étudié, sur lequel vous avez cette mission de maîtrise d'œuvre, quels sont les éléments techniques de connaissances que vous avez dû déployer pour bien comprendre ce bâtiment, et est-ce qu'il y a des éléments de mission diagnostique, vous êtes allé un peu plus loin de ce que vous feriez d'habitude, ne serait-ce que pour des questions d'intérêt patrimoniaux, mais aussi peut-être pour des questions de production de connaissances, et oserais-je dire peut-être même scientifiques, de connaissances à propos de cette matérialité ou bien de cette architecture. Bonjour à tous. Effectivement, Clémence, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, parce qu'elle a fait un stage d'abord de 6 mois, et elle a déjà commencé à travailler sur la reconstruction. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel on travaille beaucoup à l'agence. Elle a travaillé sur Yvetot, sur la réhabilitation d'immeubles en centre-ville d'Yvetot. Elle travaille encore dessus d'ailleurs, et elle travaille aussi sur des immeubles de la reconstruction à Saint-Lô. Donc ça, depuis 2021, elle a commencé déjà à travailler là-dessus et à s'intéresser à ces questions-là. Aujourd'hui, donc, elle est chef de projet de l'îlot 4 et de l'îlot 20, ce qui représente pratiquement 400 logements concernés, donc une population importante au centre-ville du Havre, vraiment en plein cœur du Havre. L'îlot 4 est juste à côté du marché central, l'îlot 20 est en face de Saint-Joseph, donc vraiment des îlots très visibles. Hein. Et pour répondre à la question de Guillaume, en fait, on arrive sur ces projets-là sur des questions très très basiques. En fait, on est appelé par des promoteurs ou des bailleurs sociaux, merci, par des promoteurs ou des bailleurs sociaux qui nous disent au secours, on cherche un architecte parce que les balcons tombent, parce qu'il y a des chutes de pierre. Voilà. Bon. Pas absolument passionnant comme sujet, quoi. Voilà. Et puis en fait, petit à petit, on se rend compte que, et ça, après votre HMO, faites Chaillot, parce que vous apprendrez vraiment ce que c'est qu'un diagnostic. Voilà. Qu'un diagnostic, c'est quelque chose d'extrêmement large et qui touche vraiment tous les domaines de la connaissance que vous avez pu toucher pendant toutes vos études ici. Voilà, que ça va toucher la sociologie, ça va toucher l'urbanisme, ça va toucher beaucoup plus de choses que simplement, éventuellement, une question d'enrobage autour du ferraillage du béton. Voilà. S'il y avait que ça serait pas forcément passionnant, encore que on peut découvrir dans le béton des technologies et des évolutions des technologies absolument passionnantes. On a travaillé sur les cathédrales du rail à Saint-Denis, qui sont les premières voûtes en béton mince dans les années 1920, avec des portées absolument fantastiques, hein, des voûtes de béton qui font 5 cm d'épaisseur et des voûtes qui ont 25 mètres de portée. C'est quand même absolument phénoménal, et c'est dans un état parfait aujourd'hui. Voilà. Et l'analyse de la qualité des bétons là, est absolument passionnante. Là, je parle d'un point de vue purement technique. Voilà, parce qu'il y a une imagination déjà. Donc il y a déjà, dans l'intérêt et dans le diagnostic, il y a déjà un premier aspect qui est un peu celui auquel je suis le plus sensible au départ. C'est l'intérêt historique de l'histoire de la technique. Voilà, donc de découvrir tout ce que c'est que les nids de cailloux, de ces trucs-là, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas le sujet du tout. Mais il y a cet intérêt de l'évolution et de l'histoire des techniques. C'était évident, et puis du coup de trouver la solution adaptée pour réparer, puisqu'on est là pour ça.
C'est ça la demande. C'est ça le cahier des charges. Les bailleurs sociaux, quand c'est dans l'îlot 20, c'est Habitat 76, donc Omsia, ou dans le cas de l'îlot 4, c'est Citia. Donc ces deux gros faiseurs immobiliers, voilà, sont dans la question posée, il y avait vraiment que du purement technique. On a des chutes de pierre. On est obligé de mettre des barrières érasées sur les balcons, sur les trottoirs, parce que les promeneurs, en promenant son chien, on risque de se prendre un bout de béton sur la tête. Voilà. Donc voilà, ça ne va pas plus loin. Voilà. Et puis en fait, petit à petit, on se rend compte que on va être confronté à évidemment ce que je vous disais, la technique, comment réparer, mais aussi très vite un problème de budget. Voilà. Ces copropriétés, on est au Havre, donc on est face à la mer. Les bétons, ils sont là, on est dans plutôt la deuxième phase de construction, juste après les îlots Perret, et encore ils ne sont pas tous terminés, donc on est entre 52 et 56, avec des disciples de Perret, Verneau pour l'îlot 20, donc, et puis Balpe et Autun pour l'îlot 4, avec sur l'îlot 4 en particulier, vous le voyez là sur les images que projette Isabelle, des dessins de halls d'entrée, alors qui ont été complètement salopés depuis, parce que tous les rez-de-chaussée commerciaux sont devenus des habitations sans autorisation, c'est toujours déclaré comme commerce, voilà, mais habité. Voilà. Donc avec des problèmes évidemment de délivrance de subventions, puisqu'en fait tout est frauduleux. Donc pour obtenir des subventions pour des logements alors que ce sont à la base des commerces, ça complique un peu les choses. Voilà. Mais bon, on essaye de contourner ça. Donc en fait, vous voyez, j'y arrive déjà, c'est qu'on trouve aussi dans le diagnostic rapidement une dimension juridique. Parce que bien sûr, comme vous allez devoir proposer des solutions de subvention aux copropriétaires. On est sur des copropriétés pauvres. Ce sont la plupart des propriétaires actuels ont hérité ça de leurs parents, généralement, qui ont obtenu ces logements en dommages de guerre. Donc ils n'ont pas acheté ces logements. Et ils habitent là, ils ont été relogés dans des baraquements pendant des années, et ils ont obtenu enfin, en 56 environ, ils ont emménagé dans ces appartements-là, et aujourd'hui, c'est les enfants qui y habitent, qui sont eux-mêmes âgés, et qui ont un pouvoir d'achat, un pouvoir financier très réduit, et quand on leur dit, un balcon, c'est 20 000 € la réparation, c'est une catastrophe. Donc on se retrouve avec des assemblées générales de copropriétaires. Encore le mois dernier, on était avec Clémence, on était devant 120 copropriétaires, plein en larmes, voilà, en se disant, on est à la rue, on ne peut pas payer, on se retrouve dehors. Voilà. Et notre rôle, évidemment, c'est pas seulement réparer un bout de béton. Voilà. Donc c'est de trouver absolument, avec un impératif absolu, de trouver une solution pour, trouver tous les montages possibles, en partenariat bien sûr avec la mairie, avec les services sociaux, etc., pour des subventions, des financements, des aides, aller chercher partout, voilà, et éventuellement élargir le sujet. En particulier, si vous élargissez le sujet sur les capacités thermiques, tout d'un coup, l'ADEME peut financer. Donc on peut faire financer une certaine partie des reprises structurelles par l'ADEME, alors que finalement on est déjà en train d'outrepasser le programme. Le bailleur nous dit, mais pourquoi vous vous mêlez de thermique ? C'est la seule solution pour faire les travaux, parce que sinon vous n'aurez pas de subvention. Et puis, etc. Et on va pousser très très loin la recherche juridique pour arriver à trouver le montage qui permet, au final, que quand on est sorti, la dernière fois que Clémence est sortie de l'Assemblée Générale, la salle entière l'a applaudi, les gens étaient émus aux larmes, ils disaient « Madame Poitvin, merci, 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 merci ». Ils pouvaient rester dans leur logement et ils se retrouvent avec 2 ou 3 000 € à dépenser pour réparer leur immeuble. Voilà. Au lieu de 20 000 initialement, ou plus parfois. Voilà. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'archi, clairement. Et c'est le rôle du diagnostic, c'est-à-dire que, oui, on serait dans une compro riche, peut-être qu'on n'irait pas chercher tout ça. Peut-être que notre diagnostic n'irait pas jusqu'à comprendre la structure sociale des habitants de l'îlot. Voilà. Alors ça, c'est absolument essentiel. Or, la structure sociale, elle est complexe parce que vous avez les locataires avec des propriétaires qui sont souvent propriétaires de 5-6 logements.
Voilà. Encore aujourd'hui, j'ai vu un marchand de biens rouennais qui va acheter une partie de l'îlot 4 parce que super bonne affaire. Il y a des travaux à faire, c'est l'occasion, c'est bas. Voilà, les gens sont pris à la gorge et ils rachètent à bas prix 25 logements dans l'îlot 4. Voilà. Bon. Pas terrible. Voilà. Mais bon, ça, en l'occurrence, ces logements-là étaient abandonnés et vides, donc ce n'est pas très grave, ça ne change pas fondamentalement la structure du problème. Mais vous avez les propriétaires, donc je vous disais, des propriétaires, la plupart propriétaires pauvres, voilà, donc sans aucune capacité de financement. Vous avez évidemment, donc au-delà de ces problèmes juridiques, de ces problèmes sociaux, de problèmes psychologiques même, à gérer des situations de crise familiale. Voilà. Que vous gérez en direct. Hein. Vous êtes appelé vraiment, vous allez voir Madame Machin qui vous appelle, elle est en larmes, et elle vous appelle sur le portable et il faut aller la voir, la consoler, rassurez-vous, je vous explique, vous lui réexpliquez 10 fois pour qu'elle comprenne que ça ne va pas être dramatique et que finalement on va s'en sortir. Il y a évidemment, on va toucher, pour aller chercher les subventions, on va chercher d'autres solutions. En particulier, les problèmes, tous les sujets autour de la conformité au règlement UNESCO, puisqu'on est en périmètre UNESCO. Donc là, on peut avoir des aides de la ville, on peut avoir un accompagnement, et on peut avoir aussi une meilleure compréhension de l'architecte des bâtiments de France qui vous donne le sésame pour vous dire c'est bon, votre solution, elle est validée, parce qu'il ne suffit pas de trouver la bonne solution technique et de dire le détail, il est bon, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit validé par la ville et par l'ABF. Voilà. Et donc, en fait, il y a un travail avec l'ABF super intéressant pour arriver à trouver le compromis entre la préservation de l'architecture, dans le cas de l'îlot 4, qui est réel. Superbe architecture, c'est hyper bien dessiné. On s'est rendu compte en faisant le tracé régulateur des façades, en fait, qu'il s'est directement inspiré de Saint-Joseph et il a décliné en fait le clocher de Saint-Joseph pour dessiner les cages d'escalier. C'est absolument extraordinaire parce que c'est la reproduction exacte dans les proportions, strictement les mêmes que celles du clocher. Donc c'est assez marrant. Et donc du coup, dans la réhabilitation, on essaye de le souligner, un peu de le montrer, voilà, et puis de l'exposer aussi dans les cages d'escalier avec des images qui le montrent. Du coup, j'ai perdu le fil. Enfin, bref, peu importe. Vous arrivez aussi très vite au problème thermique. Alors, vous voyez là sur cette image, très rapidement, on a bien sûr, dans le diagnostic, la première chose à faire, c'est aller chercher les plans d'exécution. Ils existent. Il y a les archives du Havre, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les archives des entreprises qui ont construit. Alors, aux archives du Havre, là, on n'a rien trouvé. Là, on a trouvé ça chez Gagnereau. Donc, dans les archives de l'entreprise Gagnereau, on a retrouvé les plans d'exécution. Et on voit bien, en façade, vous le voyez, je l'ai souligné en vert, il y a des vides de construction ventilés, voilà, donc, qui font qu'il y a 2 pots de béton. Il y a une pot de 7 cm intérieure, une pot de 4 cm extérieure, avec une ventilation haute, une ventilation basse. Évidemment, c'est un frigo en hiver. C'est catastrophique. En toiture, rien. Absolument rien. On a une dalle béton. Voilà. Je ne vous dis pas la chaleur qui fait dans les appartements au dernier étage. Voilà. Parce que, confort d'été, confort d'hiver, etc. Vous avez des sous-sols sous les commerces. Les sous-sols, il n'y a absolument rien. On a du ourdi sur de la poutrelle béton. Voilà, et puis pas le moindre bout d'isolant, même pas une petite fibre de bois ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Et en plus de ça, est-ce que tu peux prendre le plan, s'il te plaît, où il y a le bleu clair, là? Je crois que tu l'avais juste avant. Voilà, c'est ça, super, merci. Alors ça, vous avez un appartement type, là. Et cet appartement type, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a la cage d'escalier qui est vitrée, souvent côté nord, et qui est vitré avec un simple vitrage. C'est des verres coulés, donc c'est du réglite. Donc allez voir, ça existe toujours, c'est toujours fabriqué le réglite. Mais ça, on peut le croiser et faire des vides d'air entre les deux et isoler. Là, ils sont simples. Donc on est dehors, quasiment. Vous avez dans la cage d'escalier la gaine du vide-ordure, pas isolée, 4 cm à peu près de terre cuite.
point barre, c'est tout. Donc vous êtes là encore dans la cuisine. Même s'ils sont condamnés, les vides d'ordures, vous avez une gaine d'air glacé qui communique entre le sous-sol et qui est ventilée en toiture. Donc vous ne pouvez pas faire pire. Voilà, et puis, chose très particulière dans l'îlot 4, on avait construit des feux ouverts. Donc il y avait des cheminées dans tous les appartements. Inutile de vous dire qu'au 7e étage, pour monter le bois, ça ne devait pas être très, très facile et rigolo sans ascenseur. Bon, enfin bref, ils ont tous des cheminées. Voilà. Sauf que c'est interdit d'utiliser, de faire du feu en ville. Et donc du coup, c'est encore une gaine ouverte. Jamais fermée en toiture, elle est toujours ouverte. Elle est complètement détruite, en ruine, en toiture. Les souches de cheminée s'envolent, risquent de tomber dans la rue. Et puis c'est directement ouvert dans votre appartement avec parfois une petite tôle, un petit rideau de tôle en laiton qui se descend en 3 volets coulissants. Voilà. Et puis des ventilations, des VMC. En moyenne, 19 conduits ouverts en toiture et pour une grande partie ouverts sur la cave, voilà, qui irriguent, on va dire ça comme ça, qui irriguent un appartement. Donc vous pouvez toujours, comme ils ont commencé à le faire à grand prix, changer les fenêtres, mettre des volets roulants, évidemment bien sûr en PVC, en retirant la moitié du clair de vitrage, en mettant des garde-corps qui doublent parce qu'ils mettent des garde-corps alu, mais ils mettent des garde-corps alu, ça a été rénové dans les années 96, garde-corps alu fixés avec des vis qui ne sont pas inox. Donc toutes les vis sont rouillées, donc aujourd'hui vous appuyez sur le garde-corps, vous tombez, parce que tout est rouillé complètement. Et puis, vous voyez plus clair parce que le volet roulant, il a piqué 30 cm sur le vitrage, et puis c'est moche. Et puis voilà, et puis en plus, et puis les gens se sont endettés pour payer ça. Et thermiquement, ça n'a rien résolu. Voilà. En fait, là, on a fait l'étude thermique approfondie. On va remplir de vermiculite les conduits. La vermiculite, c'est du mica expansé, c'est un matériau, c'est pas très écologique, mais ça a l'avantage d'être coupe-feu et d'être très isolant et pas cher. Donc on le remplit, on ferme en bas, on ferme en haut, on remplit de vermiculite, et ça y est, oh miracle, on gagne 40% d'efficacité thermique. 40%, c'est le seuil qu'il faut à l'ADEME pour débloquer les subventions. Donc on a, en dépensant, en rajoutant 5-6% à la facture structurelle, on rajoute cet isolant dans les gaines et on arrive à obtenir une subvention sur 40% sur les travaux. C'est déjà un premier pas négligeable. Voilà. Voilà, donc voilà, on est en lien du coup avec les thermiciens, avec les ingénieurs structures, et les ingénieurs structures, il faut les amener, ou les thermiciens, c'est à vous de les amener à ça, parce que eux-mêmes, alors je parle peut-être que je suis un peu généraliste et que vous en trouverez des bons, voilà, et il y en a des bons, et il n'y a pas de doute, voilà, mais c'est pas eux qui ont l'idée d'aller chercher tout ça et de faire le lien global entre l'aspect social, l'aspect historique, l'aspect technique, etc. Ils vont rester purement dans l'aspect technique. Vous, il faut que vous arriviez, et c'est ça qui est génial dans la Chémo, c'est d'arriver dans la formation et pour votre dossier, pour votre soutenance de mémoire, à montrer tous ces liens-là, à montrer cette... je crois que Clémence l'a bien fait cette année, je n'ai pas assisté à sa soutenance, mais je crois qu'elle l'a très bien fait, elle a très bien montré cet intérêt complet du diagnostic qui est... Le diagnostic, c'est pas juste dire le fer est rouillé. Voilà. Donc, pour en revenir à cette proposition de Clémence, parce que c'est quand même elle qui est même si elle n'est pas là, c'est quand même elle qui est au centre de notre discussion. Sa proposition est de dire que il faut qu'on aborde cette question des connaissances produites dans les diagnostics pour pouvoir rentrer dans une démarche cumulative des choses qu'on peut faire sur ce patrimoine-là, avec à la fois ses spécificités et aussi peut-être des connaissances généralisables sur des situations comparables. Qu'est-ce que toi tu penses de cette idée de mettre en place des outils de partage de connaissances, aussi dans une démarche de ne pas forcément se positionner en concurrence avec d'autres architectes parce qu'on garderait des secrets pour soi, entre guillemets, mais plutôt pour être dans une
de verser dans une communauté de pratique les connaissances produites. Donc ça, c'était une de ces propositions. Et l'autre chose qui est complètement connectée, c'est de se poser la question, quel est le dialogue que toi, tu peux envisager ou que tu aimerais envisager avec peut-être une communauté scientifique, pas forcément issue de pratiques, du terrain, on va dire, du quotidien d'une agence, mais qui pourrait t'aider dans ta pratique à différents moments. Donc, un peu de questions. Que penses-tu de cette proposition de partage, d'outils de partage et de décloisonnement d'une forme de concurrence éventuelle, et toujours dans le décloisonnement entre la pratique et le domaine scientifique? Sur le partage avec d'autres agences, d'autres praticiens, franchement, il existe déjà. Voilà. Il existe déjà, il est efficace, et les agences spécialisées dans la réhabilitation de grands ensembles, il n'y en a pas énormément. C'est toujours un peu les mêmes. Ils ont des recettes, ils échangent entre eux, ils ne sont pas avares de conseils. Nous, on les a appelés, on a appelé plusieurs agences, etc. On a nous-mêmes échangé, proposé aussi, et ça fonctionne assez bien. Voilà. Il n'y a pas... Je dirais qu'il y a un autre domaine qui est plus difficile pour partager des choses, c'est le domaine de l'écologie, curieusement, où on a peut-être là le plus besoin de partager des choses pour essayer de mettre en commun des pratiques vertueuses efficaces. Et là, alors c'est mon expérience personnelle, hein, peut-être que je me trompe, là, mais je me suis heurté à des réactions du genre « je veux être le premier à utiliser ça ». Voilà. Et si on est là-dedans, c'est pas très efficace. Voilà, parce que je pense à une technologie en particulier. Aujourd'hui, les éoliennes sont des objets qui évoluent énormément, dont la performance progresse énormément entre les années 70 et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Hein, et donc, les vieilles éoliennes, on les démonte. On ne sait pas quoi foutre des pales d'éoliennes. Et donc, aujourd'hui, on les enterre dans des carrières. C'est énorme, hein, une pale d'éolienne. Hein. Il y en a certaines, ça fait 40, 50, 60 mètres de long. Donc, c'est d'énormes objets. Et elles sont enterrées dans des carrières. On a, en partenariat avec le Hangar Zéro, on a commencé à proposer de les découper, en format d'ardoise, grosso modo un A4, hein, 20-32, quelque chose comme ça, et de les poser en technique courante, comme de l'ardoise au crochet. Alors c'est blanc, voilà. Donc évidemment, voilà, mais on peut, en même temps, c'est thermoformable. Donc avec une sorte de tampon chauffé, on peut leur donner une texture, exactement la même texture de l'ardoise. On peut retravailler les bords grâce à cette technique de thermoformage. Et on peut les peindre. Et j'espère en 2026, on va faire notre premier monument historique classé couvert en pale d'éolienne. Voilà. Donc on va y arriver. Voilà. C'est à Besançon, on va faire ça. Hein. Voilà. Donc sur une toiture d'une coupole d'un château du 18e, et la DRAC a dit oui pour la couverture en pale d'éolienne. Donc bon, c'est un peu osé, j'espère que la peinture va tenir. Mais bon, voilà. Alors vraiment, typiquement, cette idée, oui, en effet, je pense qu'on va être les premiers à faire, mais je m'en fous tellement, on va être premiers, utilisez-le, prenez l'idée, mettez-le partout. Dès que, voilà, en plus, pour l'albédo, c'est excellent parce que c'est blanc, il n'y a pas besoin de le peindre. Si on le peint, c'est parce que c'est un monument historique, il faut conserver l'aspect. Mais sinon, utilisez-le. C'est pratique, c'est léger, c'est totalement inusable. Donc et en plus de ça, quand vous vous adressez à Veolia, qui les commercialise, ils sont trop contents de se débarrasser de leurs éoliennes, donc ils vous payent pour faire votre toiture. Donc la toiture, elle est même pas gratuite, elle rapporte de l'argent. Voilà. Donc utilisez ce genre de choses, ça ne durera pas toujours. Hein. Quand il se rendra compte que ça a une valeur, ça va changer. Mais je voulais aussi revenir sur... alors pour ta deuxième question, pardon, qui était sur... oui, alors ça, on l'utilise vraiment. Et d'ailleurs, l'image que Clémence
tu vois, je te prends pour Clémence maintenant, qu'Isabelle a mis à l'écran, c'est toujours au Havre. On travaille, là, on a gagné le concours pour la réhabilitation de l'œuvre de Henri-Georges Adam, qui est un sculpteur qui a inauguré le Signal devant le musée Malraux au Havre, et qui est une sculpture en béton, qui pèse 220 tonnes quand même, hein, la petite sculpture, hein, et qui est magnifique, c'est extraordinaire, cette œuvre, c'est absolument splendide, c'est une complexité géométrique extraordinaire, et elle a été réhabilitée en 2010, pour la bagatelle de 600 000 euros. Voilà. Et en fait, c'est une catastrophe. Voilà. La réhabilitation fait le contraire. Voilà. Et donc, elle est beaucoup plus fragilisée. Et donc, il faut tout reprendre et tout refaire. Voilà. Et donc, du coup, là, très clairement, on a travaillé avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Ce sont des études qui sont prises en charge, donc ça ne coûte rien au client final. Voilà. C'est passionnant. Ils vous font des analyses de béton, des analyses en éprouvette. On fait des prélèvements, on fait des tests d'élasticité sur le béton. En l'occurrence, pour la petite histoire, le béton, vous savez, tout le Havre a été fabriqué en préfa. En grande partie, c'était du préfa. C'était fabriqué sur le port. Et c'était fabriqué avec des aciers qui venaient des États-Unis. Voilà. Et l'acier venant des États-Unis était de très bonne qualité et avait un coefficient d'élasticité exceptionnel qui permettait d'avoir des très grandes portées et des très bonnes portances sur les balcons, sur tous ces éléments-là. Sur le travail d'Henri-Georges Adam, il y avait urgence à faire. Et puis, tout était mobilisé pour la construction des logements et il n'y avait plus d'acier américain. Donc, on a utilisé de l'acier français, du nord de la France, qui a un coefficient d'élasticité qui est à peu près de la moitié. Et du coup, ça ne tient pas. Voilà, c'est simple. Voilà. Ça aurait été de l'acier américain, il n'y aurait pas eu de problème. Là, ça ne tient pas. Donc, évidemment, réhabiliter ça et avoir cette connaissance sans le laboratoire de recherche des monuments historiques, toujours chercher le truc, hein. Voir un bout de fer rouillé, qui soit américain ou français, c'est compliqué à déterminer, mais voilà, donc en faisant ces recherches, voilà. Et donc là, ces petits croquis, qui sont des croquis, et tout premier croquis fait sur site de diagnostic, voilà, voilà, le croquis, ça c'est le prof de RA qui parle, mais le croquis de chantier, le croquis sur site, est une manière de faire réagir les gens. C'est-à-dire que quand en 2010, il y a eu toute une équipe qui a travaillé sur la réhabilitation de cette sculpture, la coupe que vous voyez en haut à droite, la coupe longitudinale, elle n'a jamais été faite. Voilà. Alors que c'est un travail d'une demi-heure sur place. Voilà. Et pourtant, et c'est absolument essentiel pour comprendre comment structurellement ça tient. Voilà. Comprendre là où il va falloir aller chercher éventuellement des problématiques. Vous voyez, il y a des... si vous voyez la coupe là en haut à droite, il y a des sortes de chambres qui communiquent par des petites trappes de passage. Voilà. Ces chambres, elles sont conçues, il n'y a aucune étanchéité sur l'œuvre, donc forcément, le béton c'est poreux, donc il y a de l'eau qui rentre dedans. Et donc, en fait, entre ces chambres, en partie basse, il y a des petites piscettes en cuivre qui relient une chambre à l'autre et qui permet à l'autre de s'évacuer. Quand ils ont réhabilité, ils ont juste pas nettoyé le chantier. Il y a plein de béton qui est tombé, elles sont bouchées. Et ça pète partout. D'abord, ça gèle, donc il y a eu c'est rentré dans les micro-fissures, ça a fait éclater le béton, et quand il y a 220 tonnes en porte-à-faux, la moindre petite micro-fissure, c'est compliqué à gérer après. Voilà. Et donc voilà, typiquement, un petit croquis de diagnostic qui permet techniquement déjà de résoudre beaucoup de choses, de se poser les bonnes questions, de pas forcément aller faire des tests ultra compliqués, mais de se dire déjà on rétablit la circulation de l'eau et ça va déjà beaucoup mieux marcher. Voilà. Et puis aussi, quand on est sur une œuvre d'art, là c'est encore une autre dimension du diagnostic, c'est la dimension artistique. C'est-à-dire qu'on a été à la bibliothèque du MUMA, on a retrouvé toutes les lettres d'Henri-Georges Adam qui écrit à Malraux. Il y a une lettre formidable, manuscrite d'Henri-Georges Adam, qui écrit à Picasso et qui lui décrit sa sculpture avec une poésie. C'est absolument génial. C'est formidable le texte qu'il écrit. Hein. Et en fait, Henri-Georges Adam voulait un signal tout blanc. Et
il raconte à Picasso que la découverte du béton, quand on a décoffré, le béton était tellement blond que ça lui a tellement plu qu'il a renoncé à l'idée de faire blanc. Et alors c'est très étonnant parce que les précédentes études qui avaient été faites en 2010 où ils n'avaient pas fait le diagnostic, donc ils n'avaient pas été recherchés l'intention artistique de départ, voilà, ils avaient trouvé des dépôts, des pots calcifiés, etc. sur le béton, et ils en avaient conclu, il y a un courrier de 2010 qui dit on peut supposer que c'est issu de la dégradation d'un enduit au plâtre voulu, alors ça c'est formidable parce que c'est conclusion définitive, tranchée, voulu par Georges Adam qui voulait une sculpture blanche. Ça n'a jamais été blanc, absolument jamais, et il a renoncé à cette idée, mais comme on croyait que c'était blanc, qu'il y avait des maquettes blanches, les scientifiques, les ingénieurs qui ont analysé ça, ils en ont extrapolé et quelque chose, ils ne savaient pas ce que c'était, et ben du coup ils en ont déduit une conclusion complètement fausse que c'était un enduit au plâtre. Bon, ça n'aurait jamais tenu, voilà, c'était absolument impossible. Voilà, donc le diagnostic, bien sûr, il y a l'aspect scientifique, mais aussi ça peut aller jusqu'à l'aspect artistique quand on travaille sur une œuvre de ce type. Voilà. Merci beaucoup, c'était très très clair. Et donc ça me permet de faire venir le troisième intervenant de cette table ronde, Patrice Courbin, qui est donc enseignant-chercheur à l'ENSA Normandie et historien spécialiste de l'époque de la reconstruction. Peut-être avant de te poser la question, rappeler que l'ENSA Normandie héberge la chaire Auguste Perret, qui est une chaire partenariale qui vise à partir de penser le patrimoine de la reconstruction du XXe siècle en Normandie, qui essaye de l'analyser sous trois angles, la question de la matière, du béton, sur l'angle du bâtiment, mais aussi l'angle de l'importance territoriale de cette reconstruction dans cette question du rapport à la mer, etc. Donc c'est une chaire qui est en cours de démarrage, on va dire, mais qui est un projet scientifique important pour l'établissement. Et donc, Patrice, la question que c'est surtout à toi en tant qu'historien qui connaît bien la Normandie en général, est-ce que tu pourrais déjà un peu nous aider à partir de cet objet spécifique de l'îlot numéro 4 du Havre, de ce que nous en racontent Fabrice et Clémence, et puis donc nous aider de partir de cet objet spécifique pour nous dire finalement c'est quoi les enjeux en Normandie de la rénovation du parc bâti de la reconstruction, que ce soit évidemment dans un contexte patrimonial, comme on en a beaucoup parlé là, mais aussi dans un contexte peut-être plus quotidien, d'une architecture plus quotidienne. Oui, merci. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, le Havre, ça fait image. Alors il y a à la fois, il y a un bon et un mauvais côté. C'est-à-dire, d'un côté, on est à l'UNESCO, alors c'est plus dans le niveau patrimonial, on peut pas être plus haut, hein, voilà. Et du coup, ça peut donner, ça peut être une locomotive d'un côté. Donc ça c'est bien parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des exigences hyper extrêmement fortes et on peut pas déroger et y compris on va pas mettre 3 cm de plus pour les balcons alors que ailleurs on l'aurait fait. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre du mémoire de Clémence. Mais d'un autre côté, ça peut ça pourrait donner l'impression que il n'y a que le côté patrimonial. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous la Normandie, enfin, vous y êtes déjà depuis un certain temps. La Normandie a été très marquée par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas la seule région, contrairement à ce que les Normands pensent habituellement. C'est pas du tout et c'est même pas la première région. La première région la plus détruite, c'est les Hauts-de-France, hein, qui a la même taille à peu près que la Normandie, avec la Somme et le Nord, Pas-de-Calais en premier département détruit. Bon, peu importe qui est sur le podium avec la médaille d'or, mais en tout cas, la Normandie est effectivement très détruite. Et il y a donc une architecture des choses qui sont un peu comme ce qu'on a vu derrière, c'est-à-dire que aux premières guerres, alors Fabrice, tu le dis
très bien parce que voilà, tu fais corps avec l'architecture, c'est super bien dessiné tout ça. Mais quand on voit les photos, le grand public, voilà, il voit une architecture aride où toutes les fenêtres sont pareilles. Voilà, c'est un peu. Et puis il y a l'image très négative du grand ensemble qui est derrière, avec l'expression passoire thermique. Moi, il y a quelques années, il y a le journal Ouest France, que vous connaissez tous, bien sûr, en tant que Normand, ou presque. Le journal Ouest France m'a appelé en tant que spécialiste de la reconstruction. Oui, bonjour, on fait un numéro spécial sur les passoires thermiques. Je dis, mais vous êtes sûr que c'est la reconstruction, qu'est-ce qui vous prouve que c'est de la passoire thermique? Mais bon, voilà, les deux sont associés. Donc il y a un vrai risque que, en dehors d'un secteur très patrimonial comme le Havre, il y a un vrai risque, et je l'ai vu écrit, voilà, je pourrais le prouver. Il y a un vrai risque qu'on applique un système, c'est une vraie tentation des pouvoirs publics à appliquer ce qu'on a fait sur les grands ensembles, puisque c'est et c'était là ce qu'on a vu, c'est la même période que les grands ensembles, hein, c'est le début. Et il y a une parenté évidente avec un frein qui est un frein quand même assez considérable. C'est que et c'est ça qui jusque-là a empêché qu'on ait un processus de démolition-reconstruction comme on a dans les grands ensembles. Le frein, c'est que c'est de la propriété privée. Donc ça, c'est la différence fondamentale. Hein. C'est plusieurs propriétaires, donc on peut voilà, si on veut détruire, il faut racheter un par un. Là, c'est un peu pénible hein, quand même à faire. Et puis, par ailleurs, bon, tout ne va pas dans la même direction. Il y a aussi dans beaucoup de villes, et notamment en Normandie, avec l'aide de la région Normandie, une politique publique de valorisation patrimoniale, puisqu'on a un label normand. Alors, je crois que l'expression exacte, c'est label patrimoine normand de la reconstruction, patrimoine de la reconstruction en Normandie, quelque chose comme ça. Qui ne donne pas d'argent. Alors ça c'est, mais bon, donc il y a un levier culturel hein, à côté des questions techniques. Et là, tu l'as bien dit aussi, il n'y a pas que, on part de la technique, on part de la matérialité. Bon, là, on est en école d'architecture, c'est pertinent. Et puis on arrive très vite à le culturel. C'est aussi, enfin, le patrimoine, culture, c'est aussi ce qui permet de faire levier pour trouver, comment dire, motiver les acteurs, même y compris. Moi, j'avais travaillé en dehors de la question de la reconstruction, j'avais travaillé, alors il y a vraiment longtemps, sur le premier grand ensemble de logements sociaux protégés, monuments historiques. C'est la cité 212 au Blanc-Ménil. Donc c'est une cité des années 30. Hein. Ça ressemble pas du tout aux grands ensembles des années 50. C'est beaucoup plus valorisant. Il y a des très très belles façades avec des jeux de couleurs, de matières, de petites briques et tout ça. C'est super bien dessiné, mais quand même à l'intérieur c'est quand même du logement social, des logements minuscules, etc. Et on voit bien que j'avais fait une enquête là-dessus, et ce qui avait motivé tout le monde, enfin les services de la DDE à l'époque, c'était la direction départementale de l'équipement, distribuaient des subventions, et ils avaient, ils étaient à la limite de quelque chose d'un peu pas illégal, mais c'était pas destiné à ce type d'opération. Et le fait que ça soit protégé monument historique, ils étaient partants pour essayer de voir, faire une expérience. Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on pourrait arriver à subventionner de la réhabilitation dans le logement social? Bon, c'est pas complètement. Le résultat était pas complètement pertinent, parce que en fait, l'argent, il n'y en avait pas suffisamment pour faire. Donc en fait, ils ont fait des belles façades.
Et puis, par exemple, donc c'était en 97, hein, mais même en 97, la réhabilitation avec du simple vitrage, bon, c'était un peu moyen, quoi. Enfin, ouais, et donc en caille à l'intérieur. Enfin, bon, c'était ma conclusion, c'était que bon, c'était pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un espèce de réseau qui se met en place comme ça, avec des tas d'acteurs, y compris des acteurs très institutionnels comme des administrations qui acceptent de débloquer des crédits dans un cadre un peu pas complètement fléché, quoi. Le préfet valide aussi. Enfin voilà, il y a et l'ABF et l'architecte et le bailleur qui finit par en traînant les pieds qui finit par participer aussi. Voilà, mais c'est en tout cas, pour la Normandie, c'est un vrai enjeu de montrer que l'architecture du XXe siècle, de manière générale, c'est pas juste la reconstruction. Merci. Donc aussi, tu as pu lire le mémoire de Clémence, tu as pu écouter aussi le témoignage de Fabrice qui parle de son point de vue de praticien. Toi, en tant qu'historien, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais bien pouvoir attraper? Est-ce que pour toi, tu vois des occasions pour un scientifique lorsque tu entends la manière dont un architecte interagit avec un patrimoine bâti, ses occupants, les décideurs qui vont agir dessus? Est-ce que toi, en tant qu'historien, tu vois des opportunités pour de la production de connaissances qui pourraient alimenter ta discipline? Alors effectivement, la réponse est oui. J'aime bien la question télégraphique. Bon, non, ça n'a aucun intérêt. Bon, allez, on voit un coup et tout. Mais oui. Oui, ça sert à quelque chose. Non, parce que en fait, ça ressemble un peu, justement, le mémoire, ça ressemble un peu à l'archéologie du bâti. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de cette méthode. L'archéologie du bâti consiste, la première occurrence, et à ma connaissance, tu me rectifieras, c'est sur la cathédrale d'Autun. Et ça consiste à utiliser les méthodes de l'archéologie du sous-sol sur le bâti. C'est-à-dire en postulant que le bâti, c'est ce qui est une évidence, mais en fait, personne n'y avait pensé jusque dans les années 2000. C'est relativement nouveau. Le bâtiment contient sa propre histoire. Et donc, en fait, on va gratter le bâtiment avec quasiment une brosse à dents, comme on le fait pour le sous-sol. On va analyser les pierres. On va faire un dessin total. Donc là, on a vraiment le relevé, l'architecte. Tu disais la maîtrise du relevé graphique par l'architecte est absolument essentielle. Donc on relève l'édifice pierre à pierre. Bon là, c'était pour la cathédrale, mais on peut aussi avoir des relevés sur des bâtiments en béton, pierre à pierre. Et puis on va déterminer d'où viennent toutes les pierres. Et là, on a toute la stratification historique. On regarde les joints aussi, et puis on s'aperçoit que ça a cramé à un moment donné, etc. Enfin, voilà. Et là, à partir de là, on écrit une histoire vraiment beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait avoir par des documents en ayant bien conscience que les documents, alors ça c'est un problème que les historiens connaissent bien, mais qu'à l'extérieur on a pas toujours conscience, c'est que l'historien fait de l'histoire avec des documents qui sont pas faits pour faire de l'histoire. C'est-à-dire que les permis de construire, ils sont pas faits pour raconter l'histoire du bâtiment, ils sont faits pour obtenir un permis de construire. Il y a des documents fiscaux qui peuvent être utilisés aussi, mais ils sont faits pour payer des impôts, ils sont pas faits pour... Voilà. Et du coup, on relit un document, on lui fait dire des choses qui parfois sont pas complètement vrai, et donc il y a souvent une différence assez importante. Moi, je viens de faire une étude sur la reconstruction agricole, et de toute évidence, les permis de construire, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ne ressemblent absolument pas à ce qui est réalisé, quoi. Enfin, on a le permis de construire qui est conservé, et puis on est vraiment obligé d'aller sur place pour voir si c'est pas juste un détail de cloison posé de travers. C'est vraiment des fois, ça a aucun rapport, et donc, alors que le bâtiment, lui, lui, il a sa matérialité. Ça marche. Non.
Juste une petite anecdote par rapport à ce que Patrice raconte. C'est sur l'îlot 20, le permis de construire ne ressemble effectivement pas trop à ce qui a été construit, mais en revanche, les calques ont été conservés. Et sur les calques, on voit les traces grattées, on voit les traces de lames de rasoir, et on voit toutes les modifications qui ont été faites par l'archi. Donc c'est très bien le calque parce que ça garde cette trace-là et on voit tout ce qu'il a modifié et on comprend la différence entre le permis et le résultat final. Voilà, alors petite anecdote, qu'il y a quelques années en Master Drac, Laurent Protois m'avait dit tu peux pas me trouver les plans de la tour des archives à Rouen. Alors je lui dis tu sais, ouais, on peut, bon, on va. Mais je lui dis, tu sais, les plans de permis de construire, c'est un permis de construire, hein, c'est pas un relevé, c'est la différence entre un. D'accord, j'ai bien compris. Et puis après, donc il fait travailler les étudiants dessus, puis il me dit, tu sais, on peut pas les utiliser tes plans, comme si c'était ma faute. On peut pas les utiliser, c'est pas du tout en fait l'écartement des poteaux, il n'est pas le même ou un truc comme ça. Voilà, je dis, oui, je te l'avais dit. Voilà. Donc bien avoir conscience. Non, vraiment la matérialité de l'objet parle par son, voilà, il existe. Et moi j'ai toujours fait de l'histoire, c'est ma conviction. Et c'est pas partagé par tous que ce qui est le plus intéressant, c'est quand même ce qui est réalisé, quoi. Enfin, c'est le bâtiment qui existe plutôt que l'architecture de papier, c'est-à-dire les grands projets de Le Corbusier. Bon, c'est très bien pour Saint-Dié, c'était super, mais en fait, il a rien fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la ville qui existe avec des gens qui existent vraiment. Ça, c'est ma conclusion. Merci beaucoup. Alors bon, c'est surtout aussi l'idée de pouvoir ouvrir le débat avec vous êtes nombreuses en plus, on est hyper contents. Ça veut dire que ce type d'événement peut attirer du monde. L'idée, c'est aussi que on est ici à Rouen, on ouvre ce sujet-là aussi parce qu'on pense qu'il y a probablement une communauté de pratique normande d'architectes qui s'intéressent à la question de l'action sur ce type d'architecture-là. Je vois, il y a des tuteurs, tutrices potentiels dans la salle aussi. Donc l'idée, c'est aussi, est-ce que vous avez des questions, des réactions que vous aimeriez bien partager avec nous sur cette question de faire architecture avec ce patrimoine issu de la reconstruction? J'aurais dû chauffer la salle avant. Est-ce que sinon on peut laisser le temps Ah, là-bas. Bonjour, Céline Mater, architecte. J'ai passé mon diplôme ici. J'ai surtout essentiellement travaillé sur Paris et région parisienne. Je rebondis sur ce que tu disais au sujet des problèmes écologiques, enfin l'écologie dans l'architecture et le souci de partager notre savoir à ce sujet. Je me rends pas compte parce que j'ai pas exercé en Normandie du tout, donc je sais pas trop comment l'information passe entre confrères, mais aussi au niveau de l'ordre, etc. Il faut savoir que sur Paris, on nous propose énormément de formations. Ceux qui veulent vraiment s'y mettre, ça fait déjà au moins presque 10 ans qu'on a toutes les infos dont on peut avoir besoin. Alors après, la pratique peut se partager parce que c'est évident. Mais moi-même, moi j'ai toujours travaillé sur du bâti très ancien, sur des matériaux naturels. Donc le biosourcé pour moi, ça va de soi. J'ai beaucoup travaillé de manière empirique puisqu'on ne l'apprend pas à l'école. Mais maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de formations très sérieuses qui sont mises en place. Et c'est dommage qu'on ne l'apprenne pas encore à l'école d'architecture. J'espère que ça va venir. Mais ça, c'est un savoir qu'on peut acquérir. Et c'est génial que tu en parles parce que c'est nécessaire en tout cas. Et ça va aller de plus en plus dans ce qu'on a à faire. Voilà. Bon, merci en tout cas parce que c'est intéressant que vous exprimiez... comment dirais-je, notre pratique, notamment sur ce qui est la rénovation. Parce que, je ne sais pas trop quel âge vous avez, mais à notre époque, on passait pour de mauvais architectes parce qu'on voulait faire de la réno. J'ai entendu alors des architectes, il n'y a pas très longtemps à Paris, que nous étions les sachants et qu'il fallait nous écouter. Donc ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà.
peut-être qu'on peut aussi rappeler que la question de la rénovation au printemps 2025 est rentrée dans la loi 77 comme d'intérêt général. Donc maintenant, culturellement, enfin voilà, la loi 77 a été modifiée pour intégrer l'action sur le bâti comme un acte d'intérêt général. Donc le législateur même a décidé que n'agir que sur du bâtiment existant n'était pas de la mauvaise architecture. Est-ce que d'autres personnes ont... Oui. Bonjour, Julie Vial, l'architecte CBA. Moi, j'ai plutôt une observation plutôt qu'une question. Là, on a vu des réas sur des bâtiments emblématiques, patrimoine de l'UNESCO, etc. Mais aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur d'autres réhabilitations qui sont un peu moins qualitatives. Et moi, je me pose la question, dans 20 ans, ce qu'on pourra dire à nos étudiants de la réhabilitation de ces bâtiments qu'on aura fait avec un ITE tout moche en enduit. Et qu'est-ce que ça va devenir, ce patrimoine-là? Parce que c'est ça qu'on va donner à nos enfants, entre guillemets, architectes. Donc c'est plutôt une pensée, une observation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses sur les bâtiments qui sont moins qualitatifs, mais qu'il faut quand même se préoccuper pour les années futures. Il n'y a pas forcément une réponse, mais... Je veux dire juste un mot. L'îlot 20, alors je vous ai parlé beaucoup de l'îlot 4 parce que Clémence a un grand coup de cœur pour ce bâtiment, et elle a raison, il est magnifique, hyper bien dessiné. L'îlot 20, pas du tout. Il est très moyen, vraiment très moyen. En plus, il a été extrêmement abîmé par une précédente réhabilitation dans à la fin des années 90. Voilà. Les cages d'escalier ont été bousillées, c'est un massacre. Voilà. Et puis, on ne peut pas le retrouver, ça serait beaucoup trop cher. Voilà. Mais non, on est quand même dans un cas assez... d'architecture très banale. Voilà. Vraiment, peut-être l'îlot le plus moche du Havre. Si je peux rajouter peut-être aussi une remarque, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les bâtiments en béton du XXe siècle. Effectivement, toutes ces questions d'ITE et donc d'isolation thermique par l'extérieur qu'on peut voir dans des villages en Normandie où tout d'un coup, une maison qui était en torchis, tout d'un coup, on la voit être recouverte d'une ITE. Donc, au-delà même de l'aberration technique, voilà, on se dit qu'il y a évidemment un grand rôle à jouer dans la connaissance, justement, dans le partage des connaissances, mais peut-être pas entre professionnels, mais aussi avec les habitants. Et c'est le rôle des CAUE, et justement, c'est assez d'actualité, puisqu'il y a un appel... vraiment assez urgent aujourd'hui sur le CAUE de la Manche qui ferme. Voilà, des structures qui sont dans la loi de 77 et qui sont aujourd'hui un peu en péril, enfin même pas, qui sont en péril sur des questions de financement. Voilà, donc c'est vrai que la dimension politique, elle est pas du tout en dehors de ces questions techniques en réalité. Et cette loi de 77, si on la lit effectivement sur la protection aussi, sur la responsabilité du territoire, enfin voilà, sur la question du patrimoine pris au sens large, voilà, il y a des choses à faire. Alors je sais pas, j'ai pas de solution, hein, mais juste je trouve que c'est un des enjeux très 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 actuels sur la question de ces fermetures de CAE, notamment celui de la Manche qui vient de fermer. Une question là-bas ? Non, c'est bon. En fait, il y a bien des formations mises en place, notamment à l'école d'archi de Rouen. Donc, dans les masters, on a le Transform, mais en fait, on a aussi DRAC. Et justement, c'est donc diagnostic et réhabilitation de l'architecture du quotidien, où en fait, on est en plein dedans. Et en plus, qui est situé au Havre, donc on travaille un peu dessus. Et voilà, c'était juste pour mentionner ça. Il reste des questions dans la salle ou complètement... Oui. Là.
Je vais essayer de poser une question. Je ne sais pas encore comment la poser parce que je m'évase peut-être un peu du sujet. Moi, je suis venue parce que de base, j'ai un mémoire sur un bâtiment justement en béton du XXe siècle. C'est le CHU de Caen, qui actuellement, en novembre, ils ont décidé de le détruire à condition qu'il y ait un plan de réhabilitation du bâtiment. Donc c'est une grande tour très très haute de 23 étages et donc avec quelques impossibilités de conversion à cause de sa grosse structure. Et en fait, c'est pas un cas isolé, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments comme ça, beaucoup d'hôpitaux en béton armé d'après-construction qui ont la même problématique partout en France en fait. Et donc, je sais pas comment poser ma question. Je voulais ouvrir le sujet, mais sans... Et je sais que j'ai parlé avec les associations qui défendent le CHU. Et le problème, c'est que y a Cyrielle Leclerc qui a fait un PFE sur le sujet. Et elle voulait classer le bâtiment pour éviter qu'il soit détruit. Mais le problème avec ça, c'est qu'en fait, elle peut pas, elle évite de le faire parce qu'en fait, si on doit intervenir sur le bâtiment, il faut intervenir sur la façade et c'est pas permis par le classement selon elle. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour nous pour agir et sauver ce type de bâtiment je sais pas si tu as une idée. Il y a eu plusieurs interventions. Moi, j'avais eu aussi alerté Docomomo sur une association de défense. Vous connaissez ? Docomomo, c'est l'abrégé de documentation et conservation du mouvement, des édifices du mouvement moderne. Bon, voilà. C'est une association nationale et même internationale qui a un certain poids et qui était d'ailleurs à l'origine, qui a d'ailleurs obtenu la commande de l'étude sur laquelle s'est fondée la patrimonialisation, le patrimoine, enfin l'inscription au patrimoine mondial du centre reconstruit du Havre. Donc, voilà, c'est pour dire que. Mais on avait envoyé une lettre et voilà, c'est un peu tombé. Donc c'est des enjeux financiers assez considérables et j'ai pas de solution là, hein. j'ai pas d'outils, mais je pense le classement, enfin la patrimonialisation, elle peut être en préalable, mais le classement peut pas être utilisé comme une arme, si vous voulez. Les services de la DRAC, ils ont pas leur mission, c'est pas d'intervenir dans un débat où tout est déjà. Ils refusent complètement d'étudier. J'ai déjà eu des cas comme ça, d'étudier même le dossier en sachant que le permis de démolir est déjà signé, et on va voir la DRAC en leur disant mais faites quelque chose. Voilà, c'est pas à eux de se motiver. Après, il faut motiver les foules, mais ça, c'est un peu difficile hein, sur des bâtiments géants. Voilà, il y a toute une idée préconçue sur le fait que la grandeur c'est quelque chose de mal. Le béton, c'est mal aussi. Enfin, c'est dévalorisé. Donc, je sais pas. C'est une question très fréquente, hein, que ça soit des édifices géants comme le CHU de Caen, mais si tu prends les halles de Prouvé à Fontainebleau qui couvraient la place centrale de Fontainebleau et qui a été démolie pour faire... En fait, il marche pas mon truc, si. Pour faire juste une place, aujourd'hui, on a mis 3 jeux d'eau et où en été, il n'y a plus personne parce qu'il fait tellement chaud au milieu de la place. Et on a viré une halle protégée de Prouvé. Voilà, c'est hallucinant. Mais d'où l'intérêt majeur de votre rôle et du diagnostic. C'est-à-dire que le diagnostic, c'est bien sûr ce qu'on vous demande. Je reviens au tout début de ce que je disais. Au début, on vous dit, il y a un bout de béton qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Faites un diagnostic sanitaire, voilà. Mais la réalité, c'est un diagnostic d'usage aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne connais pas le bâtiment du CHU, je passe devant, mais je ne l'ai jamais visité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et il y a une étude véritablement qui peut être, vu les sommes en jeu, ce que disait Patrice, c'est énorme les sommes en jeu pour un hôpital de cette taille-là. Je veux dire, l'étude diagnostique patrimoniale avec quelqu'un qui essaye de retrouver ce qui est possible dans une trame existante, c'est plus que nécessaire. On a peut-être le temps pour une toute dernière question.
Merci beaucoup pour les présentations. Moi, j'avais une question, parce qu'en fait, il a été évoqué tout à l'heure un peu la notion de concurrence, justement, inhérente à la profession et cette communauté de pratiques autour de la réhabilitation entre professionnels et scientifiques. Peut-être là, du coup, ma question, elle porte vraiment entre architectes, pour les effets de concurrence. Et donc vous avez un peu balayé d'un revers de main en disant que c'était plutôt la transmission des savoirs qui primait. Et je me demandais en fait pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il y a assez de travail pour tout le monde sur ce marché-là de la réhabilitation, ou c'est parce que c'est quelque chose finalement qu'il faut déconstruire et il n'y a pas forcément, enfin vous sentez pas vous ces enjeux de concurrence, ou alors est-ce que c'est parce que avec cette pratique aussi, vous pouvez par exemple accéder à d'autres commandes avec des associations d'architectes, etc. Enfin, je me disais, voilà, est-ce que la question à propos de la concurrence, elle a un sens ou pas du tout? Je ne sais pas répondre à cette question. On est une toute petite agence. Donc, en fait, il n'y a pas de concurrence. Enfin, je ne suis jamais confronté à ça, quoi. Donc, on est juste débordé de boulot et c'est tout, quoi. Mais je ne me pose pas cette question-là, en fait. J'en sais rien. Et j'y réfléchis pas trop, en fait. En revanche, faire participer et donner des conseils à qui veut, aucun problème. Au contraire. Oui, ça se fait souvent, oui. Alors, je vous propose de continuer les discussions autour d'un verre qu'on va prendre dans le haut, enfin dans le foyer. Et voilà. Et pour les personnes qui suivent la formation HMONP, on se retrouve demain matin à 9h30 dans les ateliers du parc. On va pouvoir investir pour la première fois cet espace-là pour de la pédagogie. Voilà. Alors, juste pour les ADE de cette année, juste si vous n'avez pas votre Léocarte, vous allez avoir un problème pour rentrer dans l'école et dans l'autre. Donc, il faut qu'on s'organise un tout petit peu. Il y a certains qui ont demandé leur Léocarte. C'est pour ça qu'on les avait envoyé un mail, mais on va s'arranger. Voilà. Ah oui. Un tout dernier mot pour parmi vous, ceux qui vont faire leur HMO cette année. À chaque fois j'entends, c'est un problème pratico-pratique, hein, mais quelque chose qui me choque sur la pratique des agences qui vous accueillent. C'est un plein droit de venir en formation et vous n'avez pas à rattraper le travail que vous n'auriez pas fait à l'agence pendant ce temps-là. Parce qu'on entend des trucs parfois aberrants sur la pratique des agences où on fait bosser le week-end les étudiants pour rattraper ce qu'ils n'ont pas fait pendant les 2 jours où ils sont avec Isabelle. Voilà. Donc ne vous laissez pas faire.